Il est 8h49, les grands débats ce matin. Arlette Chabot, Philippe Bilger et Frédéric Dabi, directeur général Opinion Groupe IFOP, co-auteur de ce livre, La fracture aux éditions Les Arènes. Et avec Frédéric Dabi, on va voir dans un instant les candidats les plus crédibles dans une enquête qui a été menée par l'IFOP. Juste avant ça, Philippe Bilger, comme chaque vendredi aussi, est avec nous. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, et Arlette, vous pouvez saluer Arlette qui était... Arlette, oui, pardon. Mais bien sûr, et Arlette est toujours dans mon cœur et mon esprit. Ça va et les auditeurs aussi. Alors Philippe Bilger, vous vouliez vous arrêter ce matin sur ceux que je mets entre parenthèses, on appelle les plus petits candidats, sur leur campagne. Oui, d'abord, je ne les ai jamais traités avec condescendance ni mépris. Et non seulement, évidemment, ils ont obtenu le droit d'être candidats petits, modestes peut-être, mais candidats qui valent la peine d'être écoutés. Et deuxième élément, je considère que ces petits candidats... Vous parlez de qui, Philippe alors Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Jean Lassalle, c'est ça en fait. Voilà, absolument Patrick, mais j'étais resté sur les périphrases des vraies voix et je ne donnais pas de nom. Non, mais là vous pouvez les donner, c'est moi, je vous donne l'autorisation. Je peux les donner. Oui, voilà. D'accord, donc... ces candidats d'extrême gauche, voire le registre révolutionnaire, ils ont un grand intérêt à mon avis parce qu'ils peuvent se permettre, dans la mesure où ils n'ont pas une ambition plausible, et ils ne seront pas évidemment au second tour, ils peuvent se permettre parfois de formuler des propositions, d'avoir des projets qui peuvent faire réfléchir, qui peuvent susciter la controverse, même si Nathalie Arthaud a lourdement insisté hier en disant qu'elle n'était pas une politique classique et qu'elle ne faisait pas de promesses, que tout allait relever de l'action du peuple qui devrait imposer les mesures qu'elle estime nécessaires. Donc j'attache une grande importance à la présence des petits candidats. Il ne faut surtout pas se plaindre de les avoir dans le débat démocratique. Voilà, c'est ça. Avec chacun son registre, quoi. Philippe Poutou, des défenseurs entre guillemets, des ouvriers entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il est toujours, il ne l'est plus. Lui d'ailleurs, en fait, à Blanquefort, là-bas. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il défend. Nathalie Arthaud, avec un ton quand même toujours très particulier. Bien sûr, contre le capitalisme d'une façon en fait générale. Philippe, un mot ? Oui, Patrick, si vous le permettez, la grande différence entre les candidats, j'allais dire révolutionnaires et les autres, c'est que tout de même, ces candidats révolutionnaires ne se préoccupent pas de l'exigence de rassemblement. Quand on les écoute, on a presque l'impression qu'une partie de la France, celle qui a de l'argent, celle qui a des revenus, celle qui est patronne, eh bien, est expulsée du circuit démocratique dans une sorte d'hostilité qui, pour ma part, me perturbe. Et votre regard sur Nicolas Dupont-Aignan ? Eh bien, il a de la constance, il vient régulièrement dans ces moments. Il y a quelque chose qui, sur le plan technique, me gêne un petit peu, c'est-à-dire qu'il a toujours une forme de colère, on sent qu'il est un peu mal à l'aise, qu'il est un peu frustré de ne pas convaincre davantage qu'il le fait, alors qu'il est persuadé de la validité de ses points de vue. Ça peut créer paradoxalement, quand on veut trop convaincre, avec une apparence qui montre à quel point il est scandaleux de ne pas être cru, ça a parfois l'effet inverse. Et Jean Lassalle alors ? Ah, mais lui, il est à part. J'entends par là que... Oui, je veux dire que on aurait tort de se moquer de lui, ce que vous ne faites d'ailleurs pas, Patrick, mais je dirais qu'entre les petits candidats et les candidats plausibles, entre guillemets, il y a Jean Lassalle qui parfois peut faire rire et qui d'autres fois a des intuitions que pour ma part je juge très fulgurantes
importante, parce qu'il peut se permettre de dire avec une sorte de brutalité sympathique des choses que les autres ne disent pas. Ouais. Lorsque, par exemple, il critique l'absence de campagne, on ne peut manquer de trouver qu'il a une forme de crédibilité dans sa dénonciation. Oui, absolument. Merci, restez avec nous, Philippe Bilger, on en reparlera, on y reviendra. Avec plaisir. Justement, Frédéric Dabi, vous avez mené une question avec l'IFOP fiducial pour Sud Radio autour de des candidats les plus crédibles par enjeu, hein. Oui, tout à fait, Patrick. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans cette campagne qui peine à trouver une dynamique, où beaucoup de Français, c'est la question précédente de notre balise, 80% trouvent la campagne de mauvaise qualité, qu'elle n'apporte pas des vrais enjeux. Il y a des candidats qui se détachent clairement sur la crédibilité, sur des enjeux spécifiques. Sans surprise, la guerre en Ukraine, l'international, la crédibilité va très nettement à Emmanuel Macron. Prenons le pouvoir d'achat, qui, comme vous le savez, on l'entend beaucoup sur Sud Radio, est la première préoccupation des Français, le premier déterminant du vote. Surprise, ce n'est ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron qui arrive en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon, ce qui explique peut-être sa dynamique sondagière. Mais il y a d'autres enjeux. Santé, éducation, c'est clairement en faveur d'Emmanuel Macron. Et puis, sur insécurité, délinquance, immigration, terrorisme, avantage très net pour Marine Le Pen, même si le président sortant n'est pas décroché. Donc ça se joue entre ces trois candidats, Mélenchon, Macron, Pécresse. Éric Zemmour arrive seulement à surnager sur l'immigration clandestine où il est deuxième après Marine Le Pen. Il y a un enjeu, mais qui est malheureusement, j'ai envie de dire, plutôt absent dans ce contexte de crispation du pouvoir d'achat qui est dominé par un autre candidat, c'est la lutte contre le dérèglement climatique avec un Yannick Jadot en position de force, mais ce n'est pas aujourd'hui, je dirais, l'enjeu premier sur lequel les électeurs se positionnent. Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie quand même des préoccupations et peut-être d'une certaine partie de la population qui pourra voter pour Jadot autour de ce thème quand même, de la protection de l'environnement. Qui plus est, quand vous avez des phénomènes... Vous savez, un vote, ça tient à peu de choses parfois. Quand vous avez des phénomènes climatiques, etc., hop, vous pensez tout de suite, oh là là, mais la planète, etc., les prix de l'énergie, et ça peut en fait conduire un vote immédiatement pour un candidat. Aux européennes, vous avez raison, parce que c'est ce qui s'était passé aux européennes. Alors c'est vrai que la présidentielle, c'est pas les mêmes leviers de vote, mais effectivement, rien que l'épisode climatique étrange que le pays subit depuis maintenant hier soir peut faire dire la planète se dérègle. Maintenant, Yannick Jadot doit se faire davantage connaître maintenant. Il est plus connu qu'avant et mobiliser ces segments, c'est-à-dire les jeunes qui, pour l'instant, on a vu dans des enquêtes IFOP pour ANASEJ, ne sont pas très mobilisés. Ce qui est très intéressant, c'est que, en dehors des candidats que je vous ai cités, personne ne surnage, que ce soit Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Éric Zemmour, pour venir en un mot, parce que il était quand même, il avait des clignotants ouverts à l'automne, et là, oui, jusqu'au mois de janvier, quoi. Et là, il les a uniquement sur la lutte contre l'immigration clandestine, c'est ça? Tout à fait, même s'il est bien placé sur l'insécurité, il est troisième, et même chose sur la lutte contre le terrorisme, sur des enjeux qui font un peu la structuration des comportements électoraux, à savoir le pouvoir d'achat, il n'est qu'à 5%, dépassé par Fabien Roussel, qui fait une percée sur ce sujet, et qui, par exemple, devance Anne Hidalgo, qui n'est qu'à 1% là-dessus. Moi, je n'ai pas parlé d'une candidate très très importante, Patrick, Valérie Pécresse. C'est un peu une sorte de résumé de cette campagne si compliquée pour elle. Il n'y a pas un seul enjeu où elle arrive à surnager comme une candidate crédible. Son meilleur score, c'est sur l'éducation, 12%, mais elle est dépassée par le président sortant, par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen. Voilà ce qui peut expliquer aussi que sa campagne n'accroche guère. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas de point fort, quoi. Voilà. Et alors, une autre, on va terminer par une autre candidate qui est Anne Hidalgo. Elle n'arrive pas non plus à avoir un point fort qui permettrait éventuellement d'espérer encore un peu, quoi, Anne Hidalgo. Je suis d'accord avec vous, on a un peu le même destin de manière plus tragique pour Anne Hidalgo qui est à 1,5-2 dans nos enquêtes versus Valérie Pécresse qui est à 10-11, mais c'est la même problématique, l'absence d'espace à gauche et à droite et une difficulté à imprimer. Anne Hidalgo pâtit de score famélique, elle est en dessous de 1 sur les
quasiment tous les enjeux. Elle n'est qu'à 3% sur l'éducation. Sur l'environnement. Oui. Elle n'est qu'à 3%. Alors, oui, sur l'éducation, alors que elle était très crédible. Bien sûr, et en même temps, elle avait fait des propositions, on s'en souvient, et elle les a renouvelées. C'était son premier acte lors de sa déclaration de candidature à Rouen au mois de septembre, mais ça paraît tellement loin quand on a vu cette campagne qui s'est absolument crachée. Allez, merci. Vous pouvez réagir à cette enquête. On en parlera dans un instant avec Philippe Bilger qui reste avec nous, Arlette Chabot également, bien sûr, et puis Éric Revel qui va nous rejoindre pour nous parler de la menace russe de couper le gaz. En tout cas, il faudra payer en roubles. Ah oui, j'ai encore des vieux roubles, moi. Je sais pas si ça marche d'il y a 30 ans. Pas de l'emprunt russe. Ah non, pas. Oulala, surtout pas. Allez, restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et c'est Rebelle en campagne. Oui, Eric. Sud Radio, présidentielle 2022. Bonjour Eric. Mesdames, monsieur, bonjour à tous. Oui, c'est donc à partir d'aujourd'hui, normalement, que Vladimir Poutine veut obliger l'Europe à acheter son gaz en monnaie russe, le rouble. Est-ce légal et quel intérêt pour la Russie ? Oui, alors Poutine donc pousse à acheter du gaz russe en rouble. Hein. Bon, le rouble c'est évidemment la monnaie russe. Alors en fait c'est pas légal du tout parce que dans les accords commerciaux qui lient les entreprises européennes aux vendeurs de gaz en Russie, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut acheter le gaz russe qu'en devise, en euros ou en dollars. Donc l'idée d'imposer le rouble, c'est évidemment illégal. Mais bon, la guerre est aussi illégale. Alors c'est un bras de fer, vous l'avez compris, sanction contre sanction. Alors qui pourrait pousser, et ça c'est peut-être l'avantage pour la Russie, qui pourrait pousser les clients en Europe à être dans l'obligation d'acheter du rouble. Pour acheter du gaz, il faut bien avoir du rouble. Et si vous achetez du rouble sur les marchés financiers, vous faites monter la valeur du rouble, qui s'est effondrée évidemment depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, alors et est-ce qu'on va derrière, si cette décision se concrétise, vers une pénurie de gaz en Europe, et que peuvent faire les groupes gaziers européens qui achètent ce gaz ? Alors si Poutine maintient sa menace d'un paiement en rouble du gaz et que les entreprises européennes refusent de le payer en rouble, il y a un risque, il y a un risque de pénurie de gaz en Europe l'hiver prochain. Or, et ça c'est important, et c'est là que le piège russe peut se refermer, or ces entreprises gazières comme Air Liquide par exemple en France ont l'obligation contractuelle de fournir du gaz à leurs clients, entreprises ou clients. C'est contractuel. Donc il faut qu'elles aient du rouble pour acheter du gaz russe. Si elles ne le font pas, elles ne tiendront pas les contrats qu'elles ont signés avec leurs clients. C'est un autre problème. C'est un vrai bras de fer, un coup de poker entre la Russie et l'Europe, mais aussi entre les États et les compagnies gazières. À court terme, vous le savez, il est bien difficile de trouver d'autres sources d'approvisionnement de gaz. Mais si le gaz russe n'est plus vendu, ça veut dire aussi effet collatéral, et ça on le sait peu, effet collatéral puissant pour l'Ukraine, parce que les gazoducs passe par l'Ukraine et aujourd'hui encore, l'Ukraine continue de toucher de l'argent sur la vente du gaz russe qui transite sur son territoire. Ça, on le dit jamais. Mais c'est important aussi, si les Européens arrêtent d'acheter du gaz, et donc le gaz arrête de transiter par les gazoducs qui passent par l'Ukraine, l'Ukraine ne touche plus de royalties. Oui. Bon, alors, et puis s'il y a cette pénurie de gaz et d'énergie, pour l'économie européenne, déjà qui est pas bon, elle se remettait, mais c'est un mauvais signe quand même pour cette conjoncture. Je ne dirais jamais certain. L'Allemagne, vous le savez, vous le répétiez ce matin, dépend à 60% du gaz russe. Elle peut voir, évidemment, son économie impactée, ce qui aurait un effet en cascade sur l'économie française, puisque la France est le premier partenaire économique en Europe, donc l'Allemagne. L'Allemagne et la France sont extrêmement liés d'un point de vue économique. Alors qui cédera en premier ? La Russie a besoin de vendre son gaz, vous l'avez compris. L'Ukraine a besoin de toucher des royalties. L'Europe a besoin d'acheter à court terme du gaz à la Russie. Les chocs peuvent être sévères. Vous vous souvenez évidemment des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Alors, sommes-nous devant un choc gazier l'hiver prochain de même ampleur ? La question est sur la table. En attendant, il y a deux priorités en France. On va parler que de la France. Un, c'est de continuer de reconstituer nos stocks de gaz. Ils ne sont que de 22% aujourd'hui. Et deux, évidemment, comme on le disait en 73, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, faire la chasse au gaspillage, c'est-à-dire de mettre en place des mesures d'économie d'énergie. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis aussi, et puis au 0826 300 300, on pose une des questions du jour à propos d'économie d'énergie avec ce qui est une
petite révolution qui arrive aujourd'hui parce qu'on avait vu débarquer les terrasses chauffantes chauffées il y a quelques années et à partir d'aujourd'hui, eh bien c'est terminé. Alors on avait ce matin en ligne avec nous un patron de bar-resto, un bar à tapas à Montpellier. Il nous disait 80% de mon chiffre d'affaires se fait à partir de ça. Donc ça va être terrible. Et il y a énormément de restaurants, de bars, de brasseries qui ont monté leur business autour de ça. La question que l'on pose, hein, Cécile. Oui, la question c'est comment vous jugez-vous la fin définitive des terrasses chauffées? Est-ce que c'est normal? C'est injuste? Des économies d'énergie ou des regrets? Pour l'instant, vous dites que c'était assez normal. Alors c'est mitigé, 38%. Et c'est injuste, 30%, avec Jackie qui nous dit les bars et restaurants doivent admettre qu'une terrasse est faite pour les saisons estivales chaudes. Manger ou boire un café, la tête au chaud et les pieds au froid, avec un manteau sur le dos, semble plaire aux bénéfices plutôt qu'à la raison. Oui, c'est vrai. Oui, moi je trouve que c'est quand même des débats de riches, tout ça. Vous comprenez bien que, je vais faire un peu caricatural, mais si notre effort de guerre se limite à fermer les terrasses chauffées, avant, hein, mais chauffées au gaz et que ça fait des économies d'énergie, on peut se passer de siroter un verre en terrasse et de pas brûler du gaz. Enfin, ça me semble pas quand même fondamental. Et Odile nous dit l'inverse justement. Elle dit veut-on voir disparaître ces petits bistrots qui font la France? Pendant ce temps-là, on crève toujours de chaud dans les centres commerciaux. Oui, Arlette Chabot. Bon, vous n'êtes pas une habituée forcément des terrasses chauffées. Mais quand des terrasses classiques. Que dit-il? C'est pas. Non, je partage l'avis d'Éric, mais il y a un moment, il va falloir dire à tout le monde que si cette situation persiste et il y a un problème d'énergie, il va falloir faire des efforts. Vous vous souvenez, 73, 74, de choc pétrolier, finalement, on arrêtait même les programmes télé, il y en avait moins à 23h pour que les gens se couchent. Absolument. Regardez les mesures qui avaient été prises dans la série Chasse au gaspille. Et puis c'est vrai qu'on avait un tout petit peu baissé le thermostat et baissé la température. Donc si on est à 19 ou 18 degrés au lieu de 20 dans les appartements, ce sera pas un drame national. Il faut quand même on met un pull de plus qu'on mettait à l'époque. On disait mettez un pull. Et puis mais c'est vrai, mais on s'est habitué à beaucoup de choses, être quasiment. Non mais moi j'en ai vu quasiment en t-shirt pendant l'hiver sur les terrasses parce que ce sont des terrasses chauffées. Donc c'est vrai qu'on marche sur la tête là un petit peu. Philippe Bilger. Oui, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Arlette et je voulais dire que vous n'êtes pas drôle. Pour une fois, j'ai parfaitement compris le problème du gaz et du rouble grâce aux propos limpides d'Éric Revel. Merci monsieur Bilger. M'arrive rarement, vraiment. Non, mais c'est le festival ce matin. Mais pardon Patrick, tout le monde s'aime, tout le monde a gagné ce matin. Pardon Patrick, je chercherais volontiers une contradiction, mais comme je ne l'ai pas, vous me pardonnerez d'être d'accord. Et les terrasses chauffées, alors ? Mais moi, je trouve aussi que c'est inutile. Ça n'est pas scandaleux de les supprimer. Il faut accorder véritablement les structures avec l'époque où on vit. Je veux dire, mais l'époque où on vivait, Philippe Bilger, ces dernières années, et notamment avec le Covid, c'est qu'on avait encouragé aussi beaucoup de bars, beaucoup de brasseries à avoir des terrasses à l'extérieur pour éviter d'être à l'intérieur, etc., confinés. Et évidemment, il y a certaines périodes où on allumait les chauffages. Comment ils s'appelaient d'ailleurs? C'est pas les braseros, mais les chauffages. Il y a plein de sortes de chauffages. Les chauffages électriques, les braseros. Moi, je suis pas vous êtes spécialiste. Bon, Philippe Bilger, et donc ça. Non, mais j'ai bien compris, Patrick. Oui. Bien sûr, mais on a le droit de revenir tout de même sur des choses qui étaient imposées à l'époque par la nécessité. Je ne crois pas que c'est une révolution himalaïenne de dire il faut supprimer maintenant les terrasses chauffées. Enfin, certains posent la question à savoir s'il faudra couper la clim aussi dans des terrasses couvertes l'hiver. Pendant la crise au Japon, on avait coupé les clims effectivement dans les immeubles du bureau. Donc effectivement, il y a plein de mesures qui peuvent être envisagées. Il suffit d'en discuter. Impact, effectivement, dans l'ensemble du secteur de l'aménagement, du BTP, etc. Bien sûr, autour de ça. Éric Revel. Non, je voulais juste dire, il y a deux sujets, peut-être. Il y a l'idée de l'ultra-confort dans lequel on baigne pratiquement tous, mais il y a aussi ceux
parmi les Françaises et les Français, les ménages français qui n'arrivent pas à payer leur facture d'énergie qui va augmenter de manière absolument colossale. Je sais pas si vous avez vu, on n'est pas très bien, mais en Grande-Bretagne, les factures augmentent de 50%, 60%. C'est terrible. Donc, il y a ceux qui ne peuvent pas payer leur facture d'énergie, et ça, c'est un sujet évidemment fort. Et puis, il y a ceux qui peuvent faire un effort, parce qu'on a oublié Arlette Chabot, qui a de la mémoire, évidemment, se souvient sans doute de ce spot. On disait une réclame à l'époque à la télévision, où le gouvernement français payait des réclames à la télévision pour vous pousser à porter des pulls, à porter des pulls, pour réduire un peu là. Bon, si c'est ça qui peut nous aider à avoir une facture globale moins élevée, et si c'est ça notre effort de guerre pendant que des milliers de personnes meurent en Ukraine, vous avouerez que c'est pas, pas terrible. Est-ce que ce n'est pas un épiphénomène justement ces terrasses de café, alors qu'il y a des immeubles entiers qui restent allumés des nuits entières, des magasins qui restent allumés? Est-ce que là il n'y a pas aussi à chercher? Et c'est pas. Si, mais c'est de moins en moins vrai, Cécile. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur les bureaux. Regardez le grand centre européen à la Défense à côté de Paris, où vous verrez plus d'immeubles éclairés, où là il y a une chasse aux vitrines éclairées aussi dans Paris. Bon, les terrasses éclairées maintenant. À Montpellier, par exemple, ça devient interdit. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de terrasses. Alors bon, évidemment, aussi, il y en a certains qui contestent. Oui, bien sûr. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous estimez justement que c'est normal qu'on aille vers ces économies d'énergie? Ça passe, d'un côté par la fin des terrasses chauffées. Est-ce que vous êtes d'ailleurs aussi bien informé sur les moyens alternatifs? Parce que alors là, c'est kafkaïen et c'est n'importe quoi. Et là, alors le gouvernement, l'ensemble en fait des autorités aurait bien du boulot à faire, parce que si vous voulez changer vos moyens de chauffage, etc., si vous voulez avoir une information fiable, eh bien vous n'en aurez pas aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Pour l'instant, le gouvernement, il est focus, comme on dit, sur comment remplir la grande salle pour Emmanuel Macron de avril. Vous avez vu, il y a un jeu concours qui a été lancé par les militants de la République En Marche, parce que visiblement pour l'Arena, à la Défense toujours. C'est demain, parce que visiblement il y a des difficultés à remplir ce meeting. Plus il y a de monde, il y a besoin de chauffage, quoi. Parce que finalement, c'est la chaleur humaine. Je vois que vous faites de l'humour aussi. Allez, dans un instant, vous pouvez réagir sur les terrasses chauffées. Et puis alors peut-être, ce qu'on n'a pas abordé en fait tout à l'heure lors de l'enquête de Frédéric Dabi, c'est finalement, est-ce que le sort de cette élection présidentielle va se jouer avec les abstentionnistes? On en parle dans un instant. À tout de suite, 9h19. Il est 9h21, la suite des grands débats. Arlette Chabot avec nous, Éric Revel, Philippe Bilger, vos appels 0826 300 300. On va revenir sur ces terrasses dont le chauffage prend fin officiellement aujourd'hui, avec Jean-Pierre qui nous appelle du Mont-Saint-Michel. Bonjour Jean-Pierre. Alors le Mont-Saint-Michel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bon. Écoutez, je me suis dit au début, nous sommes le 1er avril, ça doit être une farce. Il y a des gens qui veulent continuer à siroter tranquillement, comme vous le disiez, Patrick, en terrasse chauffée. Non mais attendez. C'est ça l'effort de guerre. Déjà hier, j'avais été stupéfié que 84%, si j'ai bien compris, des auditeurs de Sud Radio ne voulaient pas faire un effort sur le gaz et l'électricité. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais où est-on là, les petits bourgeois? Mais où est-on? Mais qu'est-ce qui se passe que les gens... Il y a des gens qui sont en train de crever, on leur démolit leurs immeubles en Ukraine, et ailleurs sur la planète d'ailleurs. C'est pas l'ancienne guerre. Et nous voudrions continuer dans notre petit confort là, on met le chauffage. Ah non mais attendez, mais ça risque d'être beaucoup plus grave les gars si vous ne réagissez pas. Je m'adresse à ceux qui ne veulent pas faire un petit effort, mais on va devoir faire un effort beaucoup plus gros si ça se trouve. Quand vous n'aurez plus de chauffage du tout, vous regrettez de pas l'avoir baissé un petit peu, ou d'avoir, vous êtes un peu privé de vos verres de bière ou d'autres choses en terrasse en plein hiver. Non mais attendez, il y a des gens, toutes les 6 secondes les enfants, il y a un enfant qui meurt de faim sur la planète. Toutes les 7 secondes, il y a un humain qui meurt de soif. Vous entendez les gars là? Faut vous réveiller. Voilà, excusez-moi Patrick. Non mais c'est un coup de gueule, vous avez raison en fait Jean-Pierre. Non mais c'est vrai que bien souvent on se plaint de son petit confort, alors que quand on regarde en fait autour de soi, il y a des choses en fait beaucoup plus graves quoi. Bon. Mais Patrick, mais tout à fait.
absolument. Voilà. Franchement, moi, il faut que nous nous réveillons là. Déjà, il faut aller voter. Hein. Alors oui, alors sur l'abstention, vous faites une bonne transition, Jean-Pierre, sur l'autre sujet que l'on veut aborder. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est l'abstention qui peut jouer beaucoup et peser sur cette élection présidentielle? Certainement, je m'apprêtais à tweeter sur les abstentionnistes qui semblent être un genre de masochisme, voire de sodomie, pardonnez-moi l'expression, mais très franchement, ces gens qui s'abstiennent, moi je pige pas. J'ai 70 balais bientôt, j'ai raté une seule élection et je m'en veux encore. C'était un deuxième tour législatif en 89. Franchement, je pige pas. Et alors, tous ces gens se plaignent en plus. Et le fameux Tina, there is no alternative, ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Mais attendez, est-ce que c'est la poule qui a fait la poule? C'est complètement dingue. Mais bon, effectivement, pour répondre quand même à votre question, oui, il peut y avoir une surprise. Moi, je pense qu'on risque d'en avoir une très très grosse. Ah bon, Non mais c'est vrai. Mais merci Jean-Pierre, restez avec nous. Arlette Chabot, c'est vrai que on parlait beaucoup des sondages. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale de Valérie Expert tout à l'heure de 11h à midi autour des sondages avec Frédéric Dabi bien sûr qui est sondeur et puis beaucoup d'autres de 11h à midi. Les sondages ont dit parfois ils sont plantés, pas toujours non plus totalement. En tout cas, par exemple le fameux Rolling, il a toujours été à peu près exact il y a 5 ans et il y a 10 ans sur les élections. Mais si l'on prend l'exemple des régionales, là, eh bien, il n'était pas exact. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait le poids de l'abstention. Oui, le poids de l'abstention, surtout pour effectivement le Rassemblement national, avec un électorat, on le sait, populaire, qui a du mal à voter, un électorat jeune aussi, que Marine Le Pen partage avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs et Emmanuel Macron, qui ne se mobilise pas forcément. Puis cette fois, on voit il y a deux phénomènes. Il y a l'abstention, autour de 30%, ça veut dire supérieur à 2002, qui était déjà un record. Et puis il y a aussi une espèce d'insatisfaction des électeurs qui trouvent non seulement qu'il n'y a pas vraiment de campagne, ça tout le monde le constate, mais surtout que les candidats ne les satisfont pas. L'offre politique n'est pas là, et avec une indécision. Et pourtant il y a 12 candidats. Oui, mais 12 candidats, mais bon, voilà, donc ça ne leur plaît pas, et ils trouvent que les propositions sont pas à la hauteur, sont pas suffisantes, ou bien que ce sont des promesses qui ne pourront pas être tenues. Donc il y a de la méfiance, il y a de la résistance et une indécision. Alors au bout du compte, pour qui voter, beaucoup n'ont pas vraiment définitivement choisi et peuvent encore effectivement, encore une fois, changer d'avis. Philippe Bilger. Oui, en effet, en analysant avec d'autres le Rolling tous les soirs, probablement ai-je sous-estimé le poids de l'indécision et le poids, évidemment, de l'abstention. Ça va être un phénomène capital. Des gens qui continueront à n'être pas persuadés que voter est une exigence démocratique, et des indécis qui, jusqu'au dernier moment, hésiteront avant de mettre un bulletin dans l'urne. C'est des données qui peuvent évidemment fausser complètement les sondages d'avant. Éric Revel. Oui, je pense qu'on est dans une campagne apathique. Et souvent, par le passé, quand on s'est trouvé dans ce genre de marécage, alors cette année c'est quand même très atypique, mais il y a un vote réflexe qui joue, un vote instinctif, c'est-à-dire au dernier moment dans l'urne. Et puis, autre précision quand même pour être sur les chiffres, c'est que s'il y a 30% d'abstention, ça veut dire qu'il y aura 70% de votants. À la dernière élection, il y avait 78% de votants. C'était déjà une forte abstention. Donc ça veut dire qu'il y aurait 8% de plus d'abstention, ce qui serait considérable. Et j'ajoute, je suis assez d'accord avec notre auditeur de tout à l'heure, c'est que les gens peuvent pas à la fois se plaindre, dégoiser les uns et les autres, et pas aller aux urnes. Là, il y a un vrai sujet. Et puis alors se dire, mais il n'y a pas des gens qui nous représentent, qui nous conviennent. Oui, mais c'est difficile, Donc, dans ces conditions, il faut pousser des gens qui vous conviennent, Mais bon. Oui, mais je trouve que là, c'est vrai, c'est ta décision. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas un match fort, Voilà. On va peut-être retrouver à la fin le face-à-face Emmanuel Macron-Marine Le Pen, dont les Français disaient encore il y a quelques mois ne pas vouloir, auquel ils ne voulaient pas assister. Donc tout ça
Fait que cette campagne, il y a beaucoup sans doute de déception. Et puis les gens qui se décident dans la dernière ligne droite, quoi. Ce qui n'était pas toujours le cas. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est que sur nos petites questions du jour que l'on pose, il y a quelques jours, on posait cette question. Est-ce que vous avez déjà déterminé votre choix pour le premier tour? Eh bien, alors il disait si, majoritairement. Il disait oui, majoritairement. Mais alors bon, évidemment, c'est pas l'ensemble des Français puisque ce sont quelques. Bon, c'était quand même un bon millier. Twitter. Ouais, des questions Twitter, quoi. Mais tout de même, quoi. C'est vrai aussi que dans la dernière ligne droite, un Philippe Bilger, on peut se décider, être un peu hésitant, quoi. Bien sûr, mais pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on ne peut pas réellement dire que l'offre politique, en dépit peut-être la pauvreté relative de la campagne, n'est pas étendue et large. Je pense que le citoyen, même le plus exigeant, de Philippe Poutou à Valérie Pécresse ou à Jean-Luc Mélenchon ou à Emmanuel Macron, peut trouver matière à adhérer. Tout de même, il ne faut pas exagérer. Oui, c'est vrai. Et puis il y a des auditeurs, par exemple, qui nous disent sur cette question du jour, ça peut changer aussi en regardant les professions de foi. Les gens vont peut-être s'arrêter un petit peu. Je sais pas d'ailleurs si vous les avez reçus en fait. Les professions de foi. Moi, je les ai reçus. Je les ai reçus. Très bien. La Poste doit être en grève. Je notais qu'il y a deux types de portraits. Vous regarderez bien. Ah oui, bon, on va regarder. Oui, vous regarderez bien. Il y a deux types de portraits. Il y a les candidats qui regardent en face. Oui. Bon, donc je regarde en face les Français et les candidats qui regardent plutôt de biais, genre je regarde vers l'avenir. Ça m'a frappé. Oui, vous verrez. Vous verrez. Très bien. Regardez. Ce sera une bonne chronique la semaine prochaine, ça, avec vous, avec l'un de nos éditorialistes. Allez, dans un instant, la vérité en face, Cécile. Hein. Oui, c'est sur l'immobilier, le poste le plus important des foyers immobiliers, en comptant bien sûr l'énergie et tout ce qu'il y a autour. Déjà, l'énergie, mais rien que les loyers. Rien que l'énergie. Les loyers, que vous soyez locataire ou que vous soyez effectivement un propriétaire, mais avec des emprunts qu'il faut rembourser, la part du logement a flambé 250% par exemple dans certains endroits d'augmentation en l'espace de 20 ans. Est-ce que vos salaires, vos revenus ont augmenté de 250%? Eh ben non. Eh bien évidemment, vous comprenez un petit peu aussi les problèmes qu'il peut y avoir parfois salariaux. Est-ce que donc l'immobilier pèse trop lourd dans le budget des Français? On en parle dans un instant avec Corinne Joly, directrice du site PAP particulier à particulier. Et vous allez voir qu'il y a des solutions.